Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. Alors je suis tout seul encore pour aujourd'hui, mais ce sera pas le cas toute la semaine. J'aurai quelqu'un demain. Ce sera un supporter des Vikings. Alors c'est bien parce qu'il y a une actualité brûlante au niveau des Vikings, pas au niveau du quarterback, quoique on en reparlera. Mais du coup on pourra discuter un peu de ça et puis on sera ensemble du coup pour le top de la semaine. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le flop, hein, les 10 pires quarterbacks. Vous commencez à connaître le principe. Les 10 plus mauvais quarterbacks de la semaine. Alors, ça n'a pas forcément été facile cette semaine, le ranking au niveau, que ce soit au niveau des flops comme au niveau du top. On va en reparler. Mais du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le numéro 10 de ce flop 10 de la semaine. Et en numéro 10, j'ai placé Jimmy Garoppolo des Las Vegas Raiders. Et oui, ça arrive parfois dans le flop, un quarterback qui a gagné. Jimmy Garoppolo, je vous donne ses stats. Il est à 22 sur 31, 208 yards, un touchdown, une interception. Voilà, bon, 208 yards, ça commence à être pas terrible, même si encore une fois, il a gagné. Au niveau des bons points, j'ai trouvé qu'il avait une belle connexion avec Jacoby Meyers. On l'a déjà vu cette saison. C'est un peu son deuxième go-to guy, on va dire. Évidemment, le premier, ça reste Davante Adams qui aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, était pas très en vue. Il revenait de blessure, hein, on savait pas trop s'il allait jouer. Il a été questionable jusque tard. Finalement, il a joué, mais on savait qu'il serait un peu limité. On l'a vu, même dans ses quelques réceptions Davante Adams, il cherchait pas spécialement à en faire plus. Il tombait relativement vite. Voilà, on sentait qu'il y avait une petite blessure qui gênait, ou en tout cas comment dire, le souvenir de la blessure récente qui le crispait peut-être un petit peu. Pourquoi je parle des deux receveurs? Parce que c'est une stat qui m'a marqué. Vous savez que j'essaye de regarder, évidemment, on regarde pas que les stats brutes du quarterback, on essaie de regarder un petit peu tout. Bon, en plus, je fais de la fantasy à côté, donc forcément, on essaye de regarder un petit peu ce qui pourrait se passer au niveau des paris sportifs également. On essaie de regarder, ah bon, bah alors, et ok, il y a le truc évident, mais qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Et en fait, j'ai regardé du coup les stats au niveau des targets de Jimmy Garoppolo cette saison, en tout cas des Riders cette saison, puisqu'il y a un match la semaine dernière qu'il n'avait pas joué, il était sous protocole commotion. Et alors, c'est assez significatif et presque assez effarant, puisque quand on regarde au niveau des targets, donc c'est-à-dire au niveau des cibles, Davante Adams est à 54 cibles cette saison, Jacoby Meyers à 36 cibles. Et alors derrière, c'est un peu le désert, hein. Hunter Renfrow est à 9. Je crois qu'il doit avoir 2 réceptions sur ce match-là contre les Packers. Et voilà, 54, 36 et 9. Hein. Et derrière, bon, bah, les deux tight ends, Austin Hooper et Michael Mayer. Pareil, tu draftes un tight end super haut qui, en tout cas, était présenté comme l'un des ou le meilleur tight end de la QV, qui savait un petit peu tout faire. Il a que 5 targets cette saison. Euh, c'est faible. Et encore, il en a 3 sur ce match. Il en a 3 sur ce match. Donc, il en avait 2 en 4 matchs avant. Euh, c'est... Non, non, c'est beaucoup trop faible. Et puis alors derrière, hein, 4-2 pour DeAndre Carter et Trey Tucker. Donc voilà. Moi, je pense que cette attaque des Riders, elle gagnerait à se diversifier un tout petit peu. Alors oui, je réalise un truc, c'est qu'au niveau de pardon, au niveau de mes stats là, il n'y a pas les stats des running backs. Et je pense que ce serait un petit peu plus significatif. On a vu notamment Josh Jacobs être beaucoup utilisé à la passe la semaine dernière par Dan O'Connell. Mais bon, euh,
il gagnerait, Jimmy Garoppolo vraiment à chercher un petit peu d'autres solutions. On a vu qu'avec Jacoby Myers, ça marche. Évidemment que Davante Adams, ça va être ton receveur numéro un pendant la plupart des matchs, un receveur exceptionnel. Mais il faut varier un petit peu et je pense que c'est cette équipe des Raiders qu'on présentait comme, étant un petit peu limitée, ben, on voit que, défensivement, ça peut tenir à peu près la route. Notamment, il y a eu encore un gros match de Crosby, cette semaine et il faut que cette attaque, elle soit un peu plus diversifiée, quoi, en termes d'équilibre à la passe et à la course et en termes de cible. Parce que, forcément, si on comprend que tu vas chercher, Davante Adams, Davante Adams, Davante Adams, on va le défendre, quoi. Bon, après, ça permet à Meyers de se libérer, mais et voilà, il y aurait d'autres choses à faire, d'autres choses à tenter, d'autres receveurs vers lesquels se tourner. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, moi, chez Jimmy Garoppolo. Alors oui, ça gagne parce qu'en face, l'autre quarterback fait pas un bon match du tout, mais il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux avec cette équipe et avec cette attaque. Jimmy Garoppolo, il doit faire mieux que ça. Voilà, là, ses stats sont quand même un petit peu faiblardes. 208 yards, bon, voilà, il y a matière à faire mieux avec cette attaque des Raiders, à mon sens. On enchaîne avec le numéro 9, j'ai placé Samuel des Washington Commanders. Alors, vous laissez pas avoir par ses stats, parce que c'est vrai que quand on regarde les stats de la semaine, Samuel, c'est le quarterback qui a lancé pour le plus de yards, hein. Il est à 37 sur 51, 388 yards, 2 touchdowns, une interception. Euh, mais ces stats sont un peu en trompe-l'œil parce qu'il y en a beaucoup qui sont réalisés dans le quatrième quart-temps, quand le match est quasiment déjà fini. Il a également mangé 5 sacs, il prend des sacs, là j'ai les chiffres sous les yeux, depuis le début de la saison, c'est 6, 4, 9, 5, 5. Ah, la ligne, elle est pas efficace du côté de Washington. Moi je pensais que je me suis un peu trompé parce que on a vu le débat au moment de la draft, est-ce qu'il faut aller drafter un lineman offensif assez haut? Je n'étais pas forcément convaincu. Il y avait eu des investissements qui avaient été faits au niveau de la free agency du côté de Washington. Et je trouvais qu'il y avait d'autres postes à renforcer, notamment le poste de cornerback. Soit dit en passant, ça s'est vu, on en reparlera plus tard. Les quarterbacks ont tous été à la ramasse, y compris le rookie Forbes. Mais pour rester sur l'attaque et sur Samuel, voilà, il prend beaucoup de sacs, il fait ses stats dans le garbage time. Vous savez, je rappelle, le garbage time, c'est quoi? C'est ce temps en fin de match quand le résultat est acté et que finalement, soit on commence à faire jouer un petit peu les remplaçants, soit, euh, soit comment dire, les défenses sont plus forcément aussi impliquées. Et voilà, on disait que c'était un bon match-up pour rebondir. Et le problème, c'est que Samuel, j'ai pas le sentiment qu'il soit tellement meilleur quand il joue des adversaires faibles. Alors, il est un peu beaucoup à la ramasse quand il joue des bons adversaires, quoique finalement, est-ce que son meilleur match n'était pas celui face aux Eagles? Il a fait un bon match, il a été chercher l'égalisation en toute fin de match. Euh, mais voilà, il est censé, parce que tu galères face à la défense des Bills, je veux dire, tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais face, en tout cas, à une équipe qui se présentait, voilà, qui était à 0-4, dont la défense prenait un peu l'eau de toutes parts, il est censé step up, quoi, et montrer pourquoi cette équipe de Washington, elle a été favorite. Et ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un bon match, hein, quand même, 5 sacs de la part de la D-line de- des Bears qui ont bien maintenu l'attaque des Commanders et Samuel. Et puis derrière, le match a été très très bon aussi en attaque du côté des Bears, on y reviendra. Donc voilà, Samuel, performance compliquée cette semaine et il va falloir rebondir et surtout il va falloir step up un petit peu, hein, en tout cas, voilà, on va pas lui en vouloir, on va pas en vouloir aux Commanders de perdre face aux grosses écuries. Par contre, face à des équipes que voilà,
comme ce qu'ils ont fait face aux Cardinals, hein, voilà, je tape pas sur les Bears, hein, c'est une équipe que j'aime bien en plus, mais ce qu'ils ont fait un peu face aux Cardinals, ils devraient le faire un petit peu tout le temps quand ils sont favoris à ce point-là, même si le match contre les Cards en ouverture n'avait pas été parfait, ils auraient très bien pu le perdre. Ils s'étaient fait, pareil, la ligne s'était fait un peu rouler dessus. Voilà, il est en tout cas censé être un petit peu au-dessus de l'opposition pour leur permettre de gagner ces matchs-là. Sinon, ça risque d'être compliqué du côté des Commanders. On enchaîne avec le numéro 8 de ce flop 10 de la semaine et j'ai placé Bryce Young. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Les Panthers sont la dernière équipe à ne pas avoir encore gagné un match cette saison. Euh, c'est poussif. C'est poussif. Il n'y a rien, quoi, en fait. On pensait que la défense serait un petit peu meilleure. Et au niveau de l'attaque, on disait quand même, on a le numéro 1 de la draft, on a Adam Thielen qui arrive. Alors, Adam Thielen, il fait un bon match, mais il fait ses stats surtout dans le dernier quart. Et à côté de ça, il y a pas grand-chose. Il n'est pas aidé du tout. Il n'est pas aidé du tout, Bryce Young. Et en fait, il met 2 touchdowns, mais on est en fin de match. Et on s'attendait à ce que les Panthers se fassent rouler dessus. Et c'était le cas. Donc je disais, ouais, voilà, ce match il est pas très très, comment dire, on a du mal à en déduire quoi que ce soit parce que mine de rien les stats elles sont là, mais voilà, comme j'ai dit, c'est beaucoup dans la toute fin de match quand le résultat est plié. Euh, Ils perdent face à une équipe qui est largement meilleure. Et on s'attendait à ce que les Panthers se fassent rouler dessus. Mais du coup, je pose la question. Ils sont en 0-5. Alors, je pose pas la question, est-ce qu'il va falloir aller chercher un quarterback à la draft? Faut pas déconner. On vient d'avoir un premier choix. On va lui laisser un petit peu de temps pour voir si ça clique. Mais je pose une question. Est-ce que c'est Road to Marvin Harrison Jr.? Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la draft, qui connaissent pas la NCAA, Marvin Harrison Jr., c'est un receveur qui est présenté comme le meilleur receveur de la draft est très loin. On pense qu'il sortira pas du top 5. Pourquoi je dis top 5? Parce que ça va dépendre aussi de quelles équipes sont placées dans le top 5. Par exemple, les Panthers, ils vont pas aller chercher un quarterback. Ça, c'est sûr. Alors, ils auront deux choix si ça se confirme et qu'ils finissent numéro 1. Ce sera soit de rester là et de prendre un autre joueur, peut-être Marvin Harrison Jr., soit de faire ce que les Bears ont fait avec eux finalement, c'est-à-dire de descendre un petit peu pour accumuler d'autres choix de draft. On verra, mais peut-être que ce serait un début de solution, parce que là on aurait un quarterback, un receveur très très jeune, très très talentueux, qui ont énormément prouvé à l'université. Moi, je pense que ça, ce serait le genre de choses qui serait de nature à aider Bryce Young, hein, parce que ce début de saison est très très compliqué. Ce début de saison est très compliqué pour les Panthers et pour Bryce Young. On enchaîne avec le numéro 7. Numéro 7 de ce flop de la semaine, j'ai placé Russell Wilson. Russell Wilson, pareil, je viens de ses stats. Il est à 20 sur 31. C'est ça. 196 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Il fait 2 fumbles, dont un perdu en toute fin de match qui vraiment coûte le match. Ben ouais, ça commence à être à nouveau poussif cette attaque des Broncos. Alors c'est pas pire que l'année dernière. En même temps, c'était compliqué de faire pire que l'année dernière. Il a deux très bons receveurs qu'il faudrait qu'il commence à trouver un petit peu plus. Ok, en face c'était la défense des Jets, très très bonne défense. Mais vu que la défense n'est pas au niveau de l'année dernière, et ben voilà, ça donne ce genre de résultat et ce genre de bilan catastrophique pour les Broncos qui sont à 1-4 si je dis pas de bêtises. Et malgré tout, malgré ce match compliqué, ils ont un drive pour gagner en fin de match. Ils ont un drive pour gagner et euh, voilà, ça commence bien, commence à avoir une ou deux premières tentatives et bon, il suffisait derrière de voilà de prendre le lead et
et ça leur aurait permis, pardon, d'avoir au moins l'opportunité de taper un field goal pour aller en prolongation, avec le temps qui s'écoule. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, il fait ce fumble qui est coûteux parce que, comment dire? C'est pas un truc où il prend le bouillon, il sort de la poche et il y a la pression qui arrive sur le côté là, un petit peu derrière lui. Si tu vois pas de solution, alors est-ce qu'il a voulu jouer au héros? Est-ce qu'il pensait qu'il avait encore les cannes d'il y a 10 ans et qu'il pourrait, s'échapper de cette pression à la course? Je sais pas, mais il doit le sentir. Voilà, il y a des sacs qui sont pour le quarterback et ça, c'est clairement pour lui. Si tu sens que ça va pas être possible, débarrasse-toi du ballon, sors-moi ce ballon, arrête le chronomètre, on se recale et on voit ce qu'on peut faire. Là, voilà, bah, il a un sac complètement pour lui. Il fait un fumble, il en avait déjà fait un, mais qu'il n'avait pas, qui avait été recouvert par son équipe. Et derrière, bah, non seulement tu perds le ballon, non seulement il est récupéré par l'adversaire, et en plus, c'est fumble lost et touchdown tout de suite derrière, game over. Euh, voilà, la défense des Jets a vraiment été au niveau et, euh, et cette attaque de Denver, ça marche pas. Ça marche pas tout simplement. On va vite falloir trouver des solutions parce que la saison là, elle est déjà foutue. En plus, on est dans une division, on sait, où il y a les Chiefs, où il y a les Chargers. Euh, il faut se donner des motifs d'espoir, hein. On a investi énormément, on a hypothéqué la franchise sur plusieurs générations, comme j'aime bien dire, pour aller récupérer Russell Wilson, qui est pas un mauvais joueur, mais il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Euh, c'est un peu mieux que l'année dernière, mais pour l'instant, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas du tout. Allez, on enchaîne. Numéro 6 de ce flop 10 de la semaine. J'ai placé ici Jordan Love. Jordan Love, 16 sur 30, 182 yards, 3 interceptions. Euh, alors, je sais pas, est-ce qu'il veut un peu jouer héros en fin de match? Il n'y a pas besoin, il n'y avait pas un si gros écart que ça. Euh, en fait, voilà, ce que je dis un peu depuis le début de saison, hein, quand il a le temps, Jordan Love, il montre qu'il est parfaitement décent, qui peut parfaitement faire le boulot. Et dès qu'il commence à avoir un peu de pression, et on l'a vu avec Max Crosby sur ce match-là, notamment cette D-line des Riders, il est capable de dégoupiller, quoi. Il est capable de dégoupiller. On avait dit que le backfield défensif des Riders, c'était pas forcément ça. En tout cas, on s'attendait pas à ce qu'il soit exceptionnel. Ils font 3 interceptions, quoi. Ils font 3 interceptions et qui sont pour Russell Wilson, pardon, excusez-moi. Je suis pas encore sorti de Russell Wilson pour Jordan Love. Notamment, il y en a une dans la end zone où le ballon est sous-dosé pour son receveur. Euh, et même si j'enlève ces interceptions, la production elle est faiblarde, quasiment à peine 50% de réussite. Il y a 182 yards, c'est faiblard, 182 yards. En plus, dans le lot, il y a une très longue passe avec beaucoup de yards après contact pour Christian Watson qui fait son retour là. Voilà, ça devrait lui ouvrir des cibles à Jordan Love. Et voilà. Là, c'était pas dedans. Cette attaque, elle est triste. Elle est triste à avoir joué. Donc, voilà. Se remettre la tête à l'endroit du côté de Jordan Love et des Packers parce que là, c'était compliqué. Numéro 5. Et alors, je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'on est si haut dans le flop 10 de la semaine, un quarterback qui a gagné. Parce que en numéro 5, j'ai placé Kenny Pickett. Kenny Pickett des Steelers. Alors, je vous le dis tout de suite, petit spoiler, Lamar Jackson n'est pas dans le flop 10 de la semaine. Ce qui paraît un peu surprenant parce que c'est quand on regarde ses stats, c'était pas brillant, mais pour faire très très bref, moi je trouve que Lamar Jackson, à part cette interception en, en red zone, il n'avait pas grand chose à se reprocher sur ce match-là. Euh, Moi, je pense qu'il a pas aidé, hein. Il y a eu un nombre de drops incalculable de la part de ses receveurs. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le mettre. Par contre,
Kenny Pickett, il n'a pas fait un bon match. Ok, il y a un très joli touchdown à la fin, et finalement, ça fait gagner le match, et il n'y a que ça qui compte. Et mine de rien, avec cette attaque dont on dit chaque semaine qu'elle est nulle et que ça n'avance pas, ils sont en 3-2, ils sont en tête de leur division, les Steelers. Mais on essaie de regarder la performance des quarterbacks stricto sensu, cette attaque. Aïe, 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 aïe. C'est apathique, quoi. Mais il se passe rien. On s'endort, on s'endort. Alors, faudrait voir, est-ce que Deontay Johnson veut pas revenir, offrir une deuxième solution qui tient la route. Je crois qu'il y a Pat Freiermuth, le tight end, qui était blessé aussi. Euh, du coup, il joue un peu que avec Pickens. Je sais pas, mais on attendait beaucoup mieux de Kenny Pickett, quoi. Et si t'as pas de solution, bah cours un peu, mon grand, quoi. Cours. Il l'a montré à l'université, il courait. Alors, il y avait cette histoire, vous savez, à l'université, il faisait des feintes de slide. C'est-à-dire qu'il courait, il faisait semblant qu'il allait se jeter, donc le défenseur s'arrêtait, et hop, il repartait. Ça a été interdit, ça, je crois, finalement. Bref, mais donc tout ça pour dire que Kenny Pickett, il peut courir. Je ne compare pas à Lamar Jackson, mais il peut courir. Et dans une attaque qui propose peu de solutions, et ben cours, essaye quelque chose, quoi. Essaye quelque chose, parce que cette attaque, non, elle est triste. Elle est juste triste à avoir joué. Bon. On continue avec le numéro 4. Et en numéro 4, j'ai placé Daniel Jones. Alors d'accord, on va dire tout de suite qu'il n'a pas été aidé du tout, et en particulier, il n'a pas été aidé par sa ligne. Il s'est mangé 6 sacs cette semaine, après s'en être mangé 10 la semaine dernière. Ça commence à devenir terrorisant, cette ligne, il n'y a rien. Alors, personne n'est au niveau. Donc forcément, le jeu au sol ne se développe pas. Forcément, ça prend l'eau. Euh, donc voilà, mais il doit faire mieux que ça. Alors ouais, d'accord, il a pas de ligne, il a pas de receveur, il a pas grand-chose. Il a une défense qui commence à tenir à peu près la route, mais c'est tout. Euh, mais malgré ça, malgré une ligne aux abois, malgré que t'aies pas tellement de receveurs, tu peux pas faire 119 yards dans un match de NFL. C'est pas possible. Et si jamais, bah, admettons que que tu puisses pas lancer, que tu n'y arrives pas parce que soit tu es limité, soit parce que les défenseurs, les receveurs sont bien couverts, soit parce que t'as pas de ligne. Et bah cours. Je veux dire, on sait qu'il peut courir. Daniel Jones, il court très très bien. Il fait quoi? 4 tentatives. Alors, il y a peut-être de lui, il y a peut-être du coaching staff. Il faut designer plus de runs pour Daniel Jones. Dans ce cas-là, je sais pas, mais fais quelque chose, quoi. Fais quelque chose. 119 yards, pas de touchdown, pas d'interception. C'est la défense qui marque un touchdown, qui fait un pick six, pardon. Euh, je crois que c'est les Bills la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Euh, ils vont encore manger, hein. Bon, les Bills, ils ont pas mal eu de blessés, je sais pas, j'ai pas regardé si les blessés qu'il y a eu dans le match contre les Jaguars en défense pourraient être de retour, mais euh, c'est pas possible. Tu peux pas faire un match à 119 yards dans la NFL. C'est pas possible. Donc forcément, je veux bien que tu sois limité, je veux bien que tu aies plein de circonstances atténuantes. À un moment donné, tu dois quand même être capable de faire mieux que ça. Ne serait-ce que en courant un peu plus, en essayant de s'échapper. Voilà. Donc forcément, ok, c'est peut-être pas lui tout seul qui coûte le match, mais c'est pas du tout suffisant en effet. Allez, on enchaîne. Numéro 3 de ce flop, j'ai placé Joshua Dobbs des Cardinals parce que ce n'est plus possible. Ce n'est juste pas possible, ce quarterback. Parce que, alors, on avait dit, ah, il fait un bon début de saison. Moi je l'avais dans le flop les deux premières semaines parce que c'est pour moi lui qui coûtait le match. Il y avait eu ce bon match contre Dallas. Il a fait un match plutôt correct, étant donné l'opposition qu'il avait en face avec la meilleure défense de la ligue contre les 49ers. Euh,
mais non, 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 je suis désolé. 15 sur 32, 166 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions, dont un pick six, mais qui est immonde, il est dégueulasse ce pick six. En plus, la défense vient de faire un stop. De mémoire, ils ont tenté, ils sont en red zone les Bengals, et ils appellent une course 4 fois de suite, une course dans le lard, la défense tient, et derrière, qu'est-ce qui se passe? On drive soit pour aller se remettre en bonne position, avoir la mi-temps, soit pour rentrer au vestiaire avec un avantage. Et il lance un pick six qui est récupéré, je ne sais pas, par un joueur de. Non, c'est Cam Taylor Britt. Mais euh, immonde. Mais alors vraiment, allez voir cette interception, elle est vraiment, mais alors dégueulasse de chez dégueulasse. Euh, Et derrière, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Mike, oui, excusez-moi, j'ai du mal sur le prénom. Michael Wilson, il est visé 2 fois, je crois, et encore en toute fin de match. On l'a pas vu de tout le début de match. Pourquoi? Et il est là, c'est un rookie, il fait une super saison. On le vise pas. Alors, je sais pas si c'est Dobbs, si c'est Wilson qui se démarque pas, ou si c'est les appels de jeu, mais pas possible, quoi. On l'a vu faire en début de match. Alors d'accord, il y a ce touchdown pour Hollywood Brown qui est bien envoyé. Mais en début de match, il y avait des lancers où le receveur, il n'est pas ouvert, mais le ballon finit 2 mètres devant lui. Trop fort, trop de puissance, c'est pas possible d'ajuster des lancers aussi mal. Euh, et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est cette quatrième tentative. On est dans le camp adverse. Euh, Alors déjà, moi je vais vous dire tout de suite, la quatrième tentative, je l'aurais pas tenté, j'aurais pris les points. J'aurais pris les 3 points pour revenir à un point. Pourquoi? On pourrait me dire, ouais, de toute façon, les Cardinals, ça a pas des grands espoirs, ça joue pas grand-chose. Tente le coup. Moi, j'aurais pris les points. Pourquoi? Parce que ça permet de revenir à un point. Alors, c'est pas en soi pour revenir à un point. Ça permet une chose, c'est que si derrière ta défense qui a été aux abois tout le match, Jamar Chase est de retour, ça y est, euh, on a pris l'eau. Si derrière on prend un touchdown, et ben on est à -8. On reste à une possession d'écart. À moins qu'ils prennent la conversion à 2 points, mais en général, on dit que c'est plutôt aux équipes qui sont derrière de faire ce genre d'effort. Hein. Et ben ouais, voilà, si tu prends le field goal, tu reviens à un point, et donc si tu prends derrière un touchdown, tu es toujours à une possession. Tu toujours à une possession d'écart. C'est pour ça que j'aurais pris les points. Bon, on l'attend. Ça peut aussi se défendre, hein. Mais déjà, je trouve que l'appel de jeu est pas bon. Parce que tu appelles une espèce de course de Dobbs, mais qui est bizarre parce que c'est pas vraiment un QB draw où il fait semblant de lancer rapidement, puis il y va. C'est pas c'est une espèce de run option, je sais pas exactement ce qu'il fait. Moi, quitte à faire ça, j'aurais mis un jumbo package et des mercados dans l'art, quoi. Ou alors un QB sneak, je sais pas, mais euh, il part en arrière comme ça, là, tout doucement, et puis après il essaye de trouver l'intervalle, et il se fait saquer. Euh, non, donc l'appel de jeu est pas bon et lui n'est pas bon. Euh, c'est frustrant un petit peu parce que, si vous voulez, on s'attend pas à ce que les Cards aillent en playoff ou quoi que ce soit. Mais finalement, il n'y a aucun match, à part les Niners, où au niveau du score, les cartes sont décrochées complets. Euh, que ce soit les Giants, que ce soit les Commanders, que ce soit ici les Bengals. euh, Au niveau du score, et uniquement au niveau du score, il y a match pendant une bonne partie du match. On doit rentrer au vestiaire sans cette interception en étant devant à la mi-temps. Mais alors au niveau du contenu, par contre, à aucun moment j'étais là, allez, c'est bon, voilà, allez, un bon jeu et on va se remettre dedans. La défense aux abois complets, et puis Joshua Dobbs mauvais. Mauvais, pas bon. Moi j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Kyler Murray. J'ai lu, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, peut-être semaine 7, semaine 8. La bye week des Cards est très tard, je crois qu'on est en bye week en semaine 14. Donc, Donc voilà, mais Dobbs, pas possible. Et alors on verra, ça joue les Rams cette semaine, je crois. Affrontement de division, une équipe qui a pas un
talent non plus exceptionnel en défense, parce qu'en attaque, ça carbure. En plus, Cooper Kupp est de retour. À voir. Ce sera la défense des Rams, je pense que ce sera un bon test pour Josh Dobbs pour se remettre un petit peu de la tête d'aplomb là, parce que il est pas bon. Il est juste pas bon. Et moi, j'ai très hâte du retour de Kyler Murray. On continue. Numéro 2 de ce flop 10 de la semaine. J'ai placé Dak Prescott. Dak Prescott, 14 sur 24, 153 yards, un touchdown, 3 interceptions. Et alors, 3 interceptions dégueulasses. Alors, il y en a une, c'est une passe battée. Bon, mais elle est battée parce qu'elle est mal placée. Donc, ça aurait pu se finir en incomplétion, mais ok, il commence à être derrière au score, il faut faire quelque chose, il faut essayer de revenir vite, donc il prend des risques. Mais alors, les autres, elles sont vraiment mais moches de chez moche, moche, moche. Hein. Donc là, ça, c'est un problème de précision du quarterback. Alors, en fait, en regardant ce match, vu que c'était le Sunday Night Football, on avait déjà eu beaucoup d'autres matchs avant. Et du coup, je commençais à avoir dans ma tête et dans mes notes une petite idée déjà du flop 10. Et en fait, pendant le match, parce que ça a été compliqué très vite pour les Cowboys, même s'ils marquent un touchdown qui est bien placé d'ailleurs, une jolie passe pour Turpin. Donc je commençais à me dire, ok, bon, Dak Prescott, il va peut-être être dans le flop 10 de la semaine, mais c'est pas le premier quarterback à souffrir contre la défense des Niners, ce sera pas le dernier. Voilà, il y avait un test, ils échouent, bon, d'accord. Et puis il a dégoupillé, il a complètement dégoupillé dans le dernier, dans la fin du match en fait. Et voilà, il a ces interceptions très 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 moches. Et donc on disait c'était un peu force contre force, hein, parce que c'était la défense et la défense, les points forts. Sauf que la différence, c'est que l'attaque des Niners, elle carbure, alors que l'attaque des Cowboys, c'était leur premier vrai test face à un premier gros adversaire. C'est pas pour faire insulte aux autres, mais ils ont joué les Giants, les Jets, les Cardinals, les Patriots. Bon, quand même pas les défenses. Il y a des bonnes défenses dans l'eau, mais je veux dire, c'est pas des équipes qui carburent. Donc, donc là, c'était le premier gros adversaire. Hein, parmi tous ceux que j'ai cités, là, il n'y en a aucun qui est en playoff, a priori. Donc, ce sera un premier voilà, adversaire type playoff pour les Cowboys. Et bah, le test, voilà, premier test pour cette attaque, et il a été bien raté, mais alors de chez bien raté. Va falloir se reprendre, va falloir, parce que ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de saison, c'est que la défense était tellement bonne que l'attaque elle pouvait se permettre d'être ok, cool, bien, mais sans plus, ça suffisait. Et ben là, ça suffit pas, et on l'a vu en face, la défense des Niners a beau être excellente, et ben l'attaque des Niners elle tourne à plein régime aussi, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Tu peux pas éternellement te reposer sur ta défense. Et bon, alors encore une fois, c'était la défense des Niners, c'est pas le premier quarterback à être en difficulté face à la défense des Niners, mais il doit faire mieux que ça, il doit faire mieux que ça, et en tout cas, à la ramasse complet sur ce match, euh, on verra ce que ça donne et ce que peut donner cette attaque. Moi, je suis un peu déçu du rendement de Brandon Cooks, quoi. Euh, Encore une fois, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le quarterback, est-ce que c'est le head coach qui appelle pas les jeux sur lui? Ça devait être, c'était censé être un vrai gros receveur numéro 2. En plus, tu avais CD Lamb en receveur numéro 1, ça commençait à avoir un peu de la gueule cette attaque. Et en fait, on le voit pas, il fait rien, il est jamais là. Donc, bon. Dak Prescott à la ramasse complet cette semaine, mais on verra ce que ça peut donner et s'il est capable de se remettre un peu la tête à l'endroit pour la suite. J'en viens à mon flop 1 de la semaine. Il n'y a pas grand suspense. En plus, avec le titre de l'épisode, voilà, je me suis demandé, hein, le titre c'est La dernière danse de Mac Jones. Eh oui, eh oui. Est-ce que c'est fini pour Mac Jones? Je ne sais pas. Mais en tout cas, alors c'est marrant parce que au fur et à mesure du match où on le voyait s'écrouler et faire n'importe quoi, j'avais un copain, enfin moi je commençais à me dire ça un petit peu, je commençais vous voyez, à réfléchir à ce que je pourrais dire sur l'épisode et à me dire ah.
ça sent peut-être la fin. J'ai un copain qui m'a dit ah bah on assiste peut-être au dernier match de Mac Jones. Et puis au même moment, les commentateurs du Red Zone l'ont dit. Voilà, ça commence à être un avis qui est un peu généralisé. Je vous donne ses stats sur ce match: 12 sur 22, 110 yards. Évidemment pas de touchdown puisqu'il marque 0 points. Les Patriots en 2 matchs, c'est 3 points contre les Cowboys et 0 contre les Saints, quoi. Et puis voilà, il y a un pick six en début de match, il y a une interception après une passe battée, il y a un fumble, mais alors ce fumble, alors je sais pas, tiens, au niveau des stats, je crois qu'il est comptabilisé pour Mac Jones, je sais pas si c'était comptabilisé pour Stevenson parce que c'est sur une transmission, mais la transmission, elle est immonde, tu peux pas avoir ce genre de transmission avec ton running back. Donc, a priori, au moment où tu transmets, tu n'es encore pas sous pression. Ou alors, il faut vraiment que la O-line prenne l'eau de chez l'eau rapidement. Mais, ou que le jeu ait été mal appelé, mal designé. Mais là, elle est immonde. Elle est immonde. Ça fait fumble. Il n'y a rien qui se passe bien. Il n'y a rien qui se passe bien pour cette équipe des Patriots. Alors, je commence à entendre de ci, de là. Belichick, c'est la fin peut-être. Je ne sais pas si Belichick, c'est la fin. Peut-être. Mais je pense qu'on se dirige quand même vers une fin de Mac Jones. Et alors c'est intéressant parce que je parlais d'actualité des Vikings en début d'émission et je pense qu'on en reparlera avec mon invité demain. Mais moi, franchement, je vous dis quelque chose, je suis Bill Belichick. Donc l'actualité Vikings, c'est quoi? C'est que on va avoir Justin Jefferson qui va certainement être placé sur injury reserve. À l'heure où j'enregistre, c'est ce qu'il dit, mais je crois que c'est pas officialisé. Bon, donc ça veut dire quoi injury reserve? Ça veut dire qu'il manque au moins 4 matchs. Les Vikings sont en 1-4 de mémoire. On commence à se dire que la saison est un peu terminée. Et a fortiori, si Justin Jefferson, le meilleur receveur, manque pas mal de matchs. Donc, moi, je vous dis très clairement, si je suis d'une part les Vikings, j'essaye. Alors, en fait, tout dépend. Pourquoi je vous dis ça? Je vais reprendre les choses dans l'ordre. Excusez-moi. Voilà. Justin Jefferson a dit il y a quelques jours qu'il avait refusé une prolongation de contrat énormissime du côté des Vikings pour la simple et bonne raison que Kirk Cousins n'est pas officiellement prolongé pour l'année prochaine et que lui veut jouer avec Kirk Cousins. C'est-à-dire, il dit on a le potentiel pour être le meilleur binôme de la ligue. Là, je veux jouer avec lui et s'il s'en va, j'aimerais m'en aller dans la même franchise que lui. Bon, d'une part, ça c'est la première chose. Donc, à voir. Est-ce que les Vikings veulent re-signer les deux? Je pense qu'ils auraient envie de conserver Justin Jefferson, évidemment, meilleur receveur de la ligue. Bon. Mais s'ils ne veulent pas re-signer Kirk Cousins, étant entendu que leur saison là est terminée, ça fait au moins 2 ans qu'on commence à dire il faudrait peut-être aller chercher un quarterback à la draft, les amis, parce que Kirk Cousins il performe, mais il n'est pas tout jeune. Moi, ce que je ferais, c'est que je considérerais que la saison est paumée et du coup, je commencerai à réfléchir à la draft et là, si Jefferson veut partir, c'est compliqué de garder un joueur contre sa volonté. On l'a vu, les Texans ont fait un long moment avec Brandon Cooks. Bon, évidemment, si le mec il n'a pas le choix, il reste et il essaye d'être bon, mais forcément, avoir un joueur qui n'a pas envie de jouer, c'est toujours un peu plus embêtant. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais en fait de transférer Justin Jefferson avant la fin de la trade deadline. C'est après la semaine 8, je crois. Euh, et donc, encore une fois, si il veut euh, vraiment jouer avec Kirk Cousins, en fait, j'essaierai d'obtenir un package pour les deux. Pourquoi j'en parle là maintenant quand je parle de Mac Jones? Tout simplement parce que moi, si je suis Bill Belichick, il y a d'autres franchises qui pourraient le faire. Je pensais à Atlanta aussi, qui pourrait avoir un gros intérêt à le faire. Atlanta dès cette saison, hein, parce que finalement, ils sont encore en lice là, pour jouer les playoffs, et même relativement pas trop mal placés. Bon, j'en reviens aux Patriots. Si je suis Bill Belichick, j'envoie la maison. C'est-à-dire, j'envoie des premiers tours de draft. Ils en ont qu'un, je crois, ils ont leur l'année prochaine. J'envoie ce que je peux envoyer
pour le package, pour les deux, et juste imaginez 2 secondes la tronche de l'AFCS l'année prochaine, si ça se fait. Aaron Rodgers aux Jets, normalement, avec Garrett Wilson. Les Bills, Josh Allen, Stephen Diggs. Les Dolphins, Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, plus Waddle, plus les running backs qui sont très bons là. Et donc, je tire des plans sur la comète, hein, mais Kirk Cousins et Justin Jefferson aux Patriots. Ça aurait franchement de la tronche. Ça aurait franchement de la tronche. Et là, Bill Belichick, je sais pas s'il est dans un délire de vouloir sauver sa place ou quoi, mais alors si ça ne lui permet pas de dire qu'il garde sa place, moi je tenterais ça. Franchement, moi là, il y a plusieurs équipes. Alors l'équipe qui a le plus de, on en reparlera demain, mais l'équipe qui a le plus de potentiel à offrir, ce serait les Cards, mais je vois pas bien déjà ce que les Cards pourrait faire de ça, parce que même avec Justin Jefferson et Kirk Cousins, je pense pas que ça joue grand chose rapidement. Et puis eux, je suis pas sûr qu'ils aient bien envie d'aller dans une équipe qui est au moins aussi mauvaise, si ce n'est pire que les Vikings. Bon, mais notamment, je pensais à deux, je pensais aux Patriots et je pensais aux Falcons. Moi, je ferais ça. On en reparlera sûrement demain avec mon invité, donc je développe pas plus, j'en ai déjà pas mal parlé. Tout ça pour dire que Mac Jones, j'allais dire Daniel Jones, Mac Jones, est-ce que c'est la dernière? On a revu Billy Zappi sur le terrain. Est-ce que la semaine prochaine, je ne sais pas s'il joue la semaine prochaine, je crois que oui. Est-ce qu'on remet Zappi sur le terrain? Est-ce qu'on redonne une chance à Mac Jones? J'ai vraiment le sentiment que ça sent la fin et que ce serait donc la dernière danse de Mac Jones avec les Patriots. Arrive, je m'en sors. Allez, on fait le bilan, on fait le récapitulatif du flop 10 de la semaine. Et puis, on se laissera là-dessus. Numéro 10, j'ai placé Jimmy Garoppolo des Raiders. Numéro 9, Samuel des Commanders. Numéro 8, Bryce Young des Panthers. Numéro 7, Russell Wilson des Broncos. Numéro 6, Jordan Love, Green Bay Packers. Numéro 5, Kenny Pickett, Pittsburgh Steelers. Tiens, encore une équipe qui pourrait avoir intérêt à envoyer des camions de choses pour le binôme, là. Pourquoi pas. Numéro 4, Daniel Jones des Giants. Numéro 3, Joshua Dobbs des Cardinals. On espère que c'est bientôt fini. Numéro 2, Dak Prescott des Cowboys. Et numéro 1, Mac Jones des Patriots. On en a beaucoup parlé. Ça commence peut-être à sentir le roussi, à sentir la fin pour Mac Jones. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce nouvel épisode de Franchise QB. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc demain, normalement, si tout va bien, avec mon copain Toku, et qui on va parler des Vikings, mais de plein d'autres choses, et surtout du top 10 des quarterbacks de la semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et ne manquez pas l'épisode de demain. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye, salut tout le monde.